Une fois le diagnostic posé, il va falloir envisager le traitement du malade. Et ce traitement aura pour but d'améliorer la suivi et la qualité de vie des patients, tout en prévenant la progression de la maladie vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, de prévenir la transmission mère-enfant, de prévenir les réactivations et de prévenir, voire traiter au cas échéant, les manifestations extra-hépatiques. De manière beaucoup plus spécifique, cela revient à supprimer la charge virale, à assurer la perte de l'antigène HBE avec ou sans séroconversion HBE, de normaliser les alates, les transaminases, ce qui signera l'absence de l'inflammation au niveau hépatique. Mais de manière optimale, le traitement doit viser la perte de l'antigène HBS avec ou sans séroconversion anti-HBS, c'est-à-dire l'apparition des anticorps anti-HBS. Plus idéalement, nous sommes dans le monde des idées là, parce qu'il n'y a aucune molécule actuellement capable de nous mener jusqu'à cet objectif, la perte du cccDNA. Comme il y a beaucoup de recherches qui sont menées dans ce sens, l'espoir reste. Donc, on garde notre espoir qu'un jour, nos malades pourront perdre leur cccDNA et être guéris de l'hépatite B, définitivement guéris de l'hépatite B. Pour atteindre ces objectifs, quels sont les moyens à notre possession? Cette figure reprend l'ensemble des molécules qui actuellement ont fait leur preuve dans le traitement de l'hépatite B. Il s'agit ici en rouge des inhibiteurs nucléosides de la transcriptase reverse et en vert les inhibiteurs nucléotidiques de la transcriptase reverse. Ces différentes molécules sur cette figure sont positionnées selon leur efficacité, c'est-à-dire les molécules les plus haut situées sont les molécules les plus efficaces et sur base de leur barrière génétique, c'est-à-dire le risque de développement de résistance vis-à-vis de ces molécules. Ainsi, par exemple, la lamivudine, l'amtricitabine, la telbuvidine sont des molécules qui sont plus efficaces que la défouvir. Par contre, ce dernier a une barrière génétique plus élevée. L'éténofovir, qui est aussi efficace que l'entecavir, a l'avantage d'avoir une barrière génétique qui est plus élevée, ce qui fait actuellement du ténofovir la molécule de choix dans le traitement de l'hépatite B. Malheureusement, son utilisation est limitée par sa néphrotoxicité qu'on va décrire tout à l'heure. À ces molécules, il faut ajouter l'interféron alpha, qui est aussi une molécule efficace, qui offre d'ailleurs l'avantage d'un traitement limité dans le temps. Les malades mis sous interféron alpha sont traités pendant une durée limitée, pendant 48 semaines. Un autre avantage de cette molécule, c'est qu'elle ne pose pas de problème de résistance. Ça se comprend parce que c'est une cytokine. Étant une cytokine, ça n'agit pas directement sur les virus. Elle va par contre stimuler l'immunité à médiation cellulaire et ce sont les cellules activées qui vont détruire les virus. Malheureusement, l'utilisation de cette molécule est limitée par ses effets secondaires et ainsi que ses contre-indications, notamment des hépatopathies aiguës. Donc, l'éténofovir, c'est la molécule de choix, mais ce n'est pas une molécule récente. Elle a été longuement utilisée et d'ailleurs, ça continue à être utilisé contre l'infection AVIH. Et grâce à l'infection AVIH, grâce à son utilisation au cours de l'infection AVIH, la molécule est de mieux en mieux connue et sa néphrotoxicité n'est plus approuvée. Par exemple, dans cette étude qui a été menée chez les patients infectés par le VIH, donc ces patients ont été recrutés sur base de leur fonction rénale. Donc, au temps zéro, tous les patients n'avaient aucun problème rénal. Ils ont été ensuite randomisés en deux bras. Sur cette figure, la courbe grise correspond aux patients qui ont été mis sous ténofovir et en noir, les patients qui n'ont pas bénéficié de ténofovir. Les deux groupes de patients ont été suivis dans les temps. Au niveau des ordonnées, vous avez la proportion, le pourcentage des patients qui avaient toujours les fonctions rénales conservées, la fonction rénale normale, et au niveau des abscisses, c'est la durée de suivi en mois. Donc, on voit clairement que plus
les temps passés sous ténofovir, la proportion des patients avec fonction rénale normale chutait comparé aux patients qui n'étaient pas mis sous ténofovir. Alors, c'est cette néphrotoxicité qui a motivé les chercheurs à aller pousser leurs recherches jusqu'à tomber sur une nouvelle formulation qu'on appelle le TAF, le tenofovir alafénamide, qui est aussi une molécule d'actualité. Alors, cette étude, c'est une étude randomisée double aveugle dans laquelle 218 patients ont été inclus. 108 patients étaient mis sous tenofovir alafénamide et 110 patients étaient mis sous tenofovir disoproxyl fumagate, donc notre fameux TDF. Ils ont été suivis, les 2 bras de patients ont été suivis pendant 87 semaines, à peu près 2 ans. Alors, pendant toute cette période de suivi, des prélèvements ponctuels pour évaluer la fonction rénale ont été faits. Et comme résultat, ici au niveau des ordonnées, ça correspond aux variations de débit de filtration glomérulaire. Et à ce niveau, vous avez l'évolution dans les temps, donc le nombre de semaines. On peut voir clairement en rose, la courbe en rose, que avec le tenofovir alafénamide, les variations de débit de filtration glomérulaire sont moindres comparées au TDF, la courbe qui est juste en bas, où on voit des grandes variations de débit de filtration glomérulaire. Ce qui fait vraiment du TAF un traitement qui peut valablement prendre la place du tenofovir disoproxyl fumagate. Malheureusement, cette molécule, elle n'est pas disponible dans les pays du Sud. Et on espère bien, avec les coopérations Nord-Sud, ces molécules seront disponibles à la fois pour les patients avec hépatite B et pour les patients avec infection à VIH. En dehors de ces différentes molécules qu'on a citées, il y a plusieurs autres molécules visant diverses phases de réplication du virus et ces molécules sont aussi à des différentes phases d'essais cliniques. Donc, dans l'avenir, on garde l'espoir qu'on trouvera une molécule qui permettra définitivement de guérir cette maladie. La question qui reste à se poser, qui traiter et quand débuter le traitement? Pour répondre à cette question, on va revenir sur l'histoire naturelle de l'hépatite B. On voit que l'évolution de l'hépatite B chronique n'est pas un processus qui est constant. Ce n'est pas un processus qui est constant parce qu'il y a une succession de phases de forte réplication avec ou sans. Il y a des phases de forte réplication avec ou sans nécroinflammation au niveau hépatique et ces phases s'alternent avec celles qui sont caractérisées par des faibles, voire l'absence de réplication virale et l'absence d'inflammation au niveau hépatique. Donc, on sait également que dans ces différentes phases, les patients peuvent y rester pendant des mois, voire des années. Alors, sachant que les charges virales élevées sont associées à une progression rapide vers le carcinome hépatocellulaire et que la présence de la nécroinflammation favorise l'apparition de la fibrose et à la longue la cirrhose, je pense que vous serez d'accord avec moi que les patients qui restent dans cette phase pendant longtemps, ce sont des patients pour lesquels le risque d'évolution vers, que ce soit le carcinome ou la cirrhose, sont moindres, pour ne pas dire nuls. Donc, ces patients, tant qu'ils resteront dans ces phases-là, leur risque d'évoluer vers les complications est moindre. Donc, ce qui fait que ces patients n'auront pas besoin de traitement pour la simple raison que les molécules utilisées ont d'abord des effets secondaires, notamment le TDF avec sa néphrotoxicité, et en plus, le risque d'émergence de résistance vis-à-vis de ces molécules augmente avec les temps d'utilisation. Donc, à mon avis, et ce qui est l'avis d'ailleurs de la plupart des sociétés savantes, ça ne sert à rien
de mettre les malades à une phase, de mettre les malades qui sont dans une phase avec moins de risques d'évolution vers des complications sous des molécules qui vont les exposer à une néphrotoxicité, par exemple, et avec exposition aussi aux résistances pendant des phases où ils n'ont pas besoin de traitement pour être désarmés quand ces malades-là seront dans des phases où on a besoin de leur mettre sous traitement. Donc, ça ne sert à rien de faire courir aux malades tous ces risques-là alors qu'on pouvait tout simplement les suivre. Ce qui pousse à ce qu'on reste regardant par rapport aux indications. Donc, ces indications doivent être vraiment suivies à la lettre. Ça permet à la fois de conserver ces molécules pour qu'il n'y ait pas émergence de résistance et aussi ne pas exposer le malade inutilement, entre guillemets, aux effets secondaires, notamment à la néphrotoxicité liée à certaines de ces molécules. Donc là, j'ai essayé de regrouper les indications en deux catégories selon leurs évidences, selon le degré de preuve scientifique. Vous savez que une recommandation qui est issue, par exemple, d'un essai randomisé double aveugle n'aura pas la même signification, le même degré de preuve scientifique qu'une étude de cohorte, par exemple, ou une étude cas témoins, ou alors des avis d'experts. Donc, en rouge, vous avez les recommandations issues des essais cliniques qui ont un grand degré de valeur scientifique. Donc, vous avez en rouge, et en vert, ce sont des indications qui seront discutables peut-être au cas par cas. Alors, qui est-ce qui doit bénéficier du traitement? Sera mis sous traitement contre l'hépatite B tout malade qui présente la cirrhose de manière indiscutable. Tout patient dont la charge virale est supérieure à 2000 unités par millilitre avec les ALAT supérieures à la normale. On prend la limite supérieure qui est de 40-45 unités internationales. Les ALAT supérieures à la normale et ou la fibrose qui est au-delà du stade F1. Rappelez-vous, avec le FibroScan, on avait donné la concordance des résultats obtenus au FibroScan, l'élasticité calculée avec le FibroScan et les différents stades de méta-V. Troisième indication indiscutable, c'est tout malade avec ALAT supérieur à 2 fois la normale et qui présente une charge virale supérieure à 20 000 unités par millilitre. Ça, ce sont les indications obligatoires, les indications indiscutables. À côté, les recommandations suggèrent que les patients qui ont une infection chronique avec antigène HBe positif et qui sont âgés de plus de 30 ans, les recommandations suggèrent de les mettre sous traitement. De même que ceux qui ont une histoire familiale de carcinome hépatocellulaire, histoire familiale de cirrhose, ainsi que ceux qui présentent les signes extra-hépatiques. Donc, ces patients-là, bien sûr, au cas par cas, les recommandations suggèrent de les mettre sous traitement. En dehors de ces indications communes, il y a beaucoup d'autres indications. Vous avez par exemple l'hépatite aiguë sévère avec coagulopathie. Cette indication-là est vraiment discutable parce que les molécules disponibles actuellement, commençons d'abord par l'interféron alpha. L'hépatite aiguë, c'est une atteinte hépatique aiguë qui est sévère. L'interféron alpha est contre-indiqué. Par rapport aux analogues, les analogues nucléosidiques vont agir, vont bloquer la réplication virale. Donc, les résultats ne seront pas visibles à la phase aiguë. Ça ne va pas régler le problème aigu du malade. C'est dans l'avenir que les TDF ou d'autres analogues nucléosidiques vont montrer leurs résultats. L'indication là est vraiment discutable. Vous avez une deuxième indication, la transplantation du foie. Ça concerne surtout des patients qui avaient une hépatite B qui a évolué par exemple vers la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire, qui ont bénéficié d'une ablation du foie suivie d'une transplantation hépatique. Ils devront être mis sous traitement pour éviter la réactivation.
Les malades qui ont une co-infection avec le virus Delta, co-infection avec le VIH, co-infection avec le virus de l'hépatite C devraient être mis sous traitement parce qu'on l'a vu, ces co-infections favorisent une progression rapide vers les complications, le carcinome et la cirrhose. On mettra aussi sous traitement le professionnel de santé avec une charge virale supérieure à 200 unités par millilitre. On voit quand même que le seuil est trop bas, jusqu'à 200 unités, ce qui rend aussi cette indication un peu discutable. Donc, ceux qui sont en faveur de cette indication disent que les personnels soignants sont toujours en contact avec le malade. Le fait de les traiter très tôt, ça permet d'éviter les risques de la propagation de la maladie. Toute femme enceinte au 3e trimestre doit bénéficier du traitement si la charge virale est supérieure à 200 000. On mettra aussi sous traitement tous les patients avec antigène HBs positif et qui sont sous une chimiothérapie ou sous un traitement fait d'immunosuppresseurs. C'est comprendre parce que la chimiothérapie comme les immunosuppresseurs baissent l'immunité des malades et vont favoriser la réactivation du virus. On mettra aussi les malades qui présentent des manifestations extra-hépatiques du virus de l'hépatite B, comme le syndrome néphrotique ou les vascularites. Ce sont des malades qui doivent bénéficier du traitement pour arrêter la réplication virale et probablement limiter ces manifestations immunologiques. Alors, concernant le suivi de patients, là, j'ai essayé de faire une synthèse. Les détails se trouvent dans les recommandations de l'ISEL 2017 qui est disponible en ligne. Donc, tous les patients qui ne seront pas dans les indications de traitement devront être suivis jusqu'à ce que l'indication apparaisse. Alors, le suivi se fera suivant cette fréquence. Ça sera tous les 3 à 6 mois. Pour les patients qui sont sous analogue nucléosidique, le suivi va se faire tous les 3 à 4 mois pendant la première année, puis tous les 6 mois. Les patients qui sont sous interféron alpha, pendant le traitement, on l'a dit, l'interféron alpha, le traitement avec interféron alpha, c'est limité dans le temps, c'est 48 semaines. Donc, pendant le traitement, ils devront être surveillés, ils devront être appelés en rendez-vous à M3, M6 et M12. Après le traitement, ça sera 6 mois après le traitement, ils doivent être revus en consultation et à M12. Pour chacun de ces rendez-vous, les analyses à demander au malade, ce sera l'antigène HBS pour voir si le malade a perdu cet antigène HBS, l'antigène HBE, la charge virale, le taux des alate, l'urécréate, l'échographie et beaucoup d'autres analyses qui seront discutées au cas par cas selon les présentations cliniques ou l'état du malade. Pour ce qui concerne la prévention, grâce à la vaccination, la prévention devient un moyen mis au premier plan pour lutter contre l'hépatite B. Alors, ce n'est pas tout malade qui devrait être vacciné. Ce qui nécessite un bilan pré-vaccinal. Tout malade qui nécessite la volonté de se faire vacciner doit faire l'antigène HBS pour la simple raison qu'on ne va pas vacciner un malade qui doit être suivi si surtout son antigène HBS est positif. On va demander l'anticorps anti-HBC pour voir si le malade, la personne a eu à faire l'hépatite antérieurement. Et enfin, l'anticorps anti-HBS. C'est l'anticorps anti-HBS qui protège. Alors, qui doit être vacciné? 1. C'est un patient qui n'a jamais fait l'hépatite. On va le reconnaître par la négativation. Donc, tous les marqueurs viraux qui sont négatifs, là, c'est un malade qui n'a jamais fait l'hépatite B. Un deuxième groupe de patients à vacciner, ce sont des patients qui ont eu à faire l'hépatite B, mais qui ont un taux d'anticorps anti-HBS inférieur à 10 unités. Comment les reconnaître? Ça sera des patients qui ont un antigène HBS négatif, qui seront en phase de cure fonctionnelle, avec anticorps anti-HBC positif qui signe l'hépatite antérieure et l'anticorps anti-HBS inférieur à 10 unités. Tous les patients qui ont eu à faire l'hépatite
avec les détails que je viens de donner et qui ont un taux d'anticorps anti-HBV supérieur à 10 unités n'ont pas besoin de vaccin. Quel est le protocole vaccinal? On peut utiliser les deux schémas possibles à trois injections principales. Donc, le malade sera vacciné. Donc, la première injection se fera à J0, deuxième injection 1 mois après et la troisième injection, c'est 6 mois après. Un schéma vaccinal rapide existe. Là aussi, il y a 3 injections. Vous avez AJ0, AJ7 et AJ27. Ou alors AJ0, M1, M2, puis le rappel à M12. Ce sont les différents schémas vaccinaux qu'on peut utiliser. Concernant la prévention de la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B, les études ont prouvé que les tenofovir avaient la capacité de baisser la charge virale, mais elle ne suffisait pas seule à réduire la transmission mère-enfant. Ce qui fait que toute femme enceinte avec charge virale élevée, c'est-à-dire au 3e trimestre, lorsque la charge virale est supérieure à 200 000 unités internationales, cette femme devra être mise sous traitement. Et le nouveau-né issu d'une femme infectée par l'hépatite B avec charge virale élevée doit obligatoirement bénéficier de la vaccination et de l'immunoglobuline anti-VHB. Vous voyez les différentes recommandations, que ce soit les recommandations européennes, les recommandations américaines ainsi que les recommandations asiatiques sont d'accord pour que la femme enceinte, au 3e trimestre, si sa charge virale est très élevée, bénéficie du tenofovir pour éviter la contamination du fœtus. On demande même que ce traitement chez la femme enceinte soit prolongé jusqu'à 12 semaines après accouchement. La question qu'on se pose est que ça ne favorise pas la résistance. C'est une question de recherche qui pourra être exploitée. En conclusion, l'hépatite B constitue un sérieux problème de santé publique avec une mortalité qui est croissante. On a eu à le voir dans le chapitre des généralités. Le diagnostic reste facile, mais ça nécessite le dépistage volontaire parce que dans la majeure partie des cas, dans une bonne proportion des cas, l'hépatite reste asymptomatique. Et ça sera un jour, quelques symptômes apparaissent, coup de sonde avec l'échographie et on tombe sur un carcinome hépatocellulaire, ce qui n'est pas à souhaiter. Donc, le dépistage volontaire est vivement encouragé. Le traitement doit se faire selon les indications pour éviter d'exposer inutilement le malade aux effets secondaires des médicaments et au risque de développement de résistance alors qu'on n'a pas assez de molécules. On ne veut pas que quand le patient en aura vraiment besoin, aura besoin de ce traitement, qu'on soit désarmé, soit parce qu'il y a une insuffisance rénale, ou soit parce que les virus ont développé une résistance vis-à-vis de ces molécules. La prévention est basée sur la vaccination et plus récemment avec l'avènement des anticorps anti-VHB. Donc, nous vous remercions pour votre attention depuis la première partie, la deuxième et jusqu'à cette dernière partie. Donc, cette présentation va vraiment aider, va apporter une base pour ceux qui préfèrent évoluer dans le domaine de la lutte contre l'hépatite B. Il est bien évident que tout ce qui est décrit n'est pas encore faisable dans nos milieux. Donc, c'est d'abord en commençant par s'intéresser à cette maladie qu'on pourra trouver de voies et moyens pour pouvoir lutter à la limite selon le moyen que nous possédons dans nos différents hôpitaux. Déjà, il faut aimer à comprendre cette pathologie et ensuite viser à prendre en charge ces malades selon les recommandations en vigueur. Donc, voici les différents ouvrages, les principaux d'ailleurs, parce que dans chaque diapositive, on avait mis des références, des différents ouvrages qu'on a eu à utiliser pour la réalisation de ce travail. Je recommande particulièrement cette publication de l'ISEL 2017 à ceux qui veulent avoir un peu plus de détails en ce qui concerne ces nouvelles recommandations.
Nous remercions en passant nos maîtres, notamment le professeur Gilles Vandeler, le professeur Seydi, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Fana Dakar, professeur Louise, docteur Daïka, parce que grâce à leur formation, nous avons pu comprendre certaines choses et surtout, dans cette présentation, nous avons eu à utiliser la plupart de leurs, nous avons eu à emprunter la plupart de leurs diapositives. Donc, merci à tous et à la prochaine pour d'autres présentations. OK, je vous remercie.